Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Liège et la Wallonie. Belle question, surtout à la lumière de ce qu'on a appelé le mouvement wallon, c'est-à-dire un mouvement d'opinion puissant qui a toujours tenté de donner à la Wallonie une plus grande autonomie. Et Liège et ses leaders politiques notamment ont joué dans ce mouvement un rôle fondamental qui s'est encore manifesté très fort et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, Liège se voyait évidemment, il faut le dire, comme la future capitale de cette Wallonie parce qu'elle avait tous les atouts. Elle avait la prospérité, elle avait une université d'État, elle avait un hinterland et un passé glorieux, elle avait un patrimoine culturel important, bref, c'était la grande ville de Wallonie. Où en est-on aujourd'hui? Comment les choses ont-elles évolué? Liège est-elle encore la ville phare de Wallonie? Les Liégeois sont-ils encore considérés comme des leaders en Wallonie? Bref, d'où venons-nous et allons-nous? Où allons-nous? Monsieur Delforge est un spécialiste du mouvement wallon, c'est un historien éminent qui occupe des fonctions importantes à l'Institut d'études Jules Destrée, qui s'intéresse à toutes les problématiques de la Wallonie. Il va nous tracer ce mouvement, cette évolution de la situation de Liège par rapport au mouvement wallon. Est-ce un avenir brillant? Est-ce un avenir difficile? Est-ce un avenir qui rassurera les Liégeois dans leur sentiment principautaire qu'on leur reproche souvent? Bref, je crois que pour regarder notre avenir, le regard de M. Delforge va beaucoup nous intéresser. Merci, Monsieur Baudson, pour votre introduction. Nous en étions restés en 1815, juste avant que n'éclate la crise de la Covid et que ne survienne le confinement. Nous étions arrivés en 1815 dans le cycle des conférences liégeoises ayant pour thème les relations de Liège avec la Wallonie à travers le temps. La bataille de Waterloo venait d'avoir lieu. Le congrès de Vienne redessinait les frontières de l'Europe. Il y avait 20 ans que la principauté de Liège avait disparu et rares étaient les voix qui se manifestaient pour son rétablissement. Liège était alors une ville peuplée de moins de 50 000 habitants, ancien chef-lieu d'un département français appelé le département de l'Ourthe. Un diocèse de Liège avait survécu à la Révolution et à l'Empire, mais il n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été. Quant à la Wallonie, elle n'existait pas en 1815. Et il faudra attendre 30 ans pour que le philologue Joseph Grand-Ganage invente le mot. Aujourd'hui, avec plus de 3 600 000 habitants, la Wallonie existe. La première réforme de l'État en 1980 lui a donné le jour avec la participation de nombreux Liégeois, acteurs ou non du mouvement wallon. Liège existe évidemment toujours en tant que ville, mais elle compte près de 200 000 habitants. Et au département de l'Ourthe s'est substituée la province de Liège avec plus d'1 100 000 habitants. Il y a 228 ans que la principauté de Liège a disparu, et rares sont les voix qui se manifestent pour son rétablissement. Quoique, à lire ou à entendre certains commentateurs, l'esprit principautaire serait encore bien vivant.
Nous disposons de 60 minutes pour comprendre ces 2 siècles de transformation, en particulier les interactions entre Liège et la Wallonie. Vaste sujet. Nous aurions pu l'intituler « Liège-Wallonie, je t'aime, moi non plus », en reprenant le titre d'un journaliste dont nous reparlerons tout à l'heure. Vaste sujet, en effet, qui impose de fixer un fil conducteur sous peine de s'égarer. En l'occurrence, nous allons remonter le temps de 1815 à nos jours et nous nous arrêterons à 8 reprises pour nous poser 2 questions. Quel projet collectif portaient les Liégeois ? Qu'est-ce qui les mobilisait collectivement ? C'est la première question. Rêvaient-ils d'un rôle de capitale pour leur ville, en particulier de capitale de la Wallonie ? L'un des premiers moments où des Liégeois ont l'occasion d'exprimer clairement leur projet d'avenir se situe précisément cette année-là, quand une partie de l'élite liégeoise est consultée par Guillaume d'Orange, tout nouveau roi des Pays-Bas. Le Congrès de Vienne l'a autorisé à réunir sous son autorité les anciens Pays-Bas autrichiens, l'ancienne principauté de Liège, ainsi que le duché de Bouillon. Mais le plus dur reste à faire, donner de la cohérence à cet ensemble hétéroclite. Pour s'assurer la collaboration des provinces méridionales, il permet à une assemblée de notables belges d'amender la Constitution qui régit déjà les provinces du Nord. Ensuite, toutes les provinces sont appelées à voter. La carte le montre clairement. Liège vote majoritairement en faveur de la nouvelle Constitution. On pourrait même trouver que l'ancienne principauté s'est reconstituée pour accepter et soutenir le projet hollandais de 1815. Pendant plusieurs années, les Liégeois vont se féliciter de ce choix. Le régime de la Haye crée à Liège des écoles secondaires et la dot d'une université. L'usage de la langue française y est respecté. De grands travaux sont entrepris et le roi lui-même n'hésite pas à investir personnellement dans des entreprises liégeoises. Premiers à soutenir le projet hollandais, les Liégeois seront aussi les premiers à le contester. Nous sommes en 1830. L'événement est trop connu pour qu'il soit nécessaire de revenir sur les causes et les conséquences de la Révolution belge de 1830. Elle conduit à l'indépendance belge et Liège lui apporte une contribution majeure. Pendant de nombreuses années, les Liégeois se reconnaissent dans la Belgique libérale en train de se façonner. On peut d'ailleurs se demander si le projet belge de 1830 n'est pas une version améliorée de l'ancienne principauté. Certes, l'espace territorial est différent, mais comme l'ancienne principauté, la Belgique est neutre et les activités liégeoises bénéficient de paix et de sécurité. Comme dans l'ancienne principauté, les nations voisines tentent de mettre leur nez dans les affaires belges, mais cela renforce la souveraineté nationale. Davantage que dans l'ancienne principauté, une solide constitution garantit les droits et libertés individuelles. Sur le plan économique, le bassin industriel de Liège connaît la prospérité. Il est l'un des poumons du pays. Il suscite alors toutes les attentions du gouvernement. La ville rayonne, considérée comme aussi importante qu'Anvers, Bruxelles et Gand. Elle n'a pas besoin de jouer un rôle de capitale. L'université, créée sous le régime hollandais et confirmée en 1834, est un atout majeur, inexistant sous l'Ancien Régime. Sur le plan linguistique, la langue française permet aux Liégeois de trouver un emploi partout dans la Nouvelle-Belgique. Quant au discours historique, il intègre les Liégeois tout en leur conservant leur spécificité, car la richesse du passé de Liège profite à la légitimation de la nouvelle nation, en particulier
l'amour de la liberté des Liégeois. Histoire et politique marchent de concert. Entre 1830 et 1884, la place de celui qu'on appelle aujourd'hui le Premier ministre est occupée une année sur deux par un Liégeois. Jusqu'en 1940, la ville de Liège ne connaît que des bourgmestres libéraux. Quant à la province de Liège, ses gouverneurs sont tous libéraux jusqu'en 1908. L'idylle entre Liège et cette Belgique libérale serait totale si de premiers nuages ne s'amoncelaient à l'horizon et avec eux le temps des interrogations. Nous sommes en 1884. Nous aurions pu choisir un autre repère, car retenir une date pour illustrer des changements est toujours un choix arbitraire. Mais pour l'historien Robert Demoulin, 1884 est le moment où le centre de gravité politique du pays se déplace du sud vers le nord. Pour illustrer son propos, observons à titre d'exemple que le temps où les premiers ministres belges provenaient principalement de Liège est révolu. Pour Hervé Asquin, par contre, c'est 1873 qui est une date importante. Cette année-là est votée la première loi autorisant l'usage du néerlandais dans les provinces flamandes en matière de justice. Cette décision marque ainsi la reconnaissance au plan légal du caractère bilingue du royaume. C'est le début de la fin du monopole de la langue française. D'autres lois vont suivre, faisant craindre à certains que le bilinguisme se généralise à toute la Belgique. Il s'agirait là d'un sérieux coup de canif dans le contrat de mariage de 1830. D'autres évolutions sont en cours. En 1886, la question sociale s'impose violemment dans le paysage politique belge. Des émeutes éclatent à Liège, puis s'étendent à tout le bassin industriel wallon. L'armée est envoyée, il y a des morts. Quelques années plus tard, on change la Constitution pour introduire le suffrage universel tempéré par le vote plural. Lors des premières élections sous ce système, en 1894, le Parti ouvrier belge obtient 28 députés, tous élus en Wallonie, dont 11 à Liège. Il y a quelques années, des historiens se sont posé la question. Une nouvelle société n'était-elle pas en train de naître? À cette date, on pourrait ajouter 1905 pour Liège. Pour Liège, il s'agit d'un moment capital. Alors que se fête le 75e anniversaire de la Belgique, une exposition universelle accueille des millions de visiteurs. C'est le premier véritable projet mobilisateur propre à la ville de Liège. Mais c'est aussi le moment d'un congrès wallon qui invite à interroger ceux qui ne sont pas flamands sur leur statut dans une Belgique qui ne ressemble plus à celle de 1830. Face à ces évolutions, Liège s'interroge. Car même la manière dont s'écrit l'histoire est en train de changer. Dans le premier des 7 volumes de son Histoire de Belgique, qui paraît en 1900, Henri Pryren propose une synthèse centrée sur le Brabant et la Flandre. La spécificité du passé liégeois disparaît. Dès le Moyen-Âge, affirme ce Verviétois qui enseigne l'histoire à l'université de Gand, il existe une unité foncière fondée sur une civilisation commune. Le belge est le produit de 2 cultures, la germanique et la française. À la même époque, un avocat bruxellois, Edmond Picard, parle d'âme belge, amalgame des âmes germaniques et latines. À Liège, comme dans d'autres villes wallonnes, cette manière d'écrire l'histoire, cette manière de définir la nationalité belge suscite de vives réactions. On s'inquiète de l'évolution d'une Belgique
sous influence flamande. On s'interroge aussi sur le sens du nom que le poète Albert Mokel a donné à sa revue littéraire, La Wallonie. Depuis 1886, l'usage de ce mot s'est popularisé. Il revient fréquemment dans les conversations. Mais que signifie-t-il vraiment? Existe-t-il une originalité wallonne? En octobre 1905, un premier véritable congrès wallon se tient à Liège, dans le cadre de l'exposition universelle. Les spécialistes qui s'y retrouvent ont rédigé d'intéressants rapports pour répondre à ces questions. Après 2 jours de débat, une conclusion s'impose. Il existe bien un espace territorial qui se caractérise par une vieille origine commune. La Wallonie se caractérise par son appartenance à la sphère romane, à la latinité, à la culture française. Par conséquent, la faire disparaître dans un amalgame franco-germanique, à la manière de Pirenne ou de Picard, est aussi imbuvable que le bilinguisme français-flamand que l'on cherche à imposer aux Wallons. Les congressistes sont unanimes sur ce point. Là où ils se déchirent, c'est sur la manière de défendre la langue française et de faire exister la Wallonie. Le mouvement wallon qui naît alors contient en germe ces 2 grandes tendances. L'une, dite unioniste, mise sur la loyauté belge, et elle ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les Flamands veulent tourner le dos à la langue française. L'autre plaide en faveur d'une séparation administrative de la Belgique, estimant qu'au-delà de la question des langues, ce sont des choix de société qui divisent fondamentalement wallons et flamands. C'est le courant fédéraliste. Pour essayer de concilier ces 2 tendances, un nouveau congrès wallon se tient en juillet 1912, à Liège encore. Jules Destrée, député socialiste de Charleroi, y participe et développe l'idée d'une représentation politique de toute la Wallonie pour qu'elle puisse décider seule de son avenir, comme le ferait d'ailleurs la Flandre. C'est le sens de sa lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre, dont on retient généralement cette seule formule percutante. « Sire, il n'y a pas de Belges, vous régnez sur 2 peuples, les Wallons et les Flamands. » Pour étudier cette alternative de façon sérieuse, Jules Destrée fonde l'Assemblée wallonne le 20 octobre 1912. Il s'agit d'un parlement wallon informel où doivent se retrouver 75 représentants de tout le pays wallon, dont 13 liégeois, c'est la représentation la plus forte. Au sein de l'Assemblée wallonne, où ils travaillent activement, les liégeois restent liégeois. Ils insistent pour que les couleurs du nouveau drapeau wallon, soient le rouge et le jaune, couleurs de l'ancienne principauté. Ils proposent aussi des références historiques liégeoises, l'épisode des 600 Franchimontois, la paix de Fex, pour fixer la date de la fête de la Wallonie. Avec un coq rouge sur un fond jaune plus orangé, le drapeau rencontrera en partie leurs souhaits. Et la date officielle aussi, puisque Liège continuait de célébrer les journées de la Révolution de 1830, le dernier dimanche de septembre. Mais ce mouvement wallon n'ira pas beaucoup plus loin avant 1914. Liège aurait-elle été capitale dans ce nouveau projet? La question n'est pas explicitement abordée à l'époque. Mais depuis le milieu des années 1880, une nouvelle expression apparaît dans la presse quotidienne. Liège, capitale de la Wallonie. Les Liégeois aiment que l'on désigne ainsi leur ville, souligne un journal bruxellois au moment de l'Expo de 1905. Mais une fois les lampions de la fête éteints, Liège fait-elle quelque chose pour s'approprier
ce titre de capitale de la Wallonie? En vérité, non. La présence de l'expression dans les journaux de l'époque montre que son succès est relatif. 200 apparitions à peine quand on arrive fin 1905, un peu plus du double en 1914. L'expression n'apparaît dans aucun discours officiel et reste limitée à un contexte culturel. On l'utilise surtout quand il faut s'adresser à des étrangers, des Français en particulier. Il s'agit de faire comprendre à l'interlocuteur qu'il existe une partie de la Belgique où règne la langue française et dont Liège est la ville principale. Cette tendance est observée avant 1914 et se confirmera après l'armistice, puisque en 1924 paraît à Liège un ouvrage qui porte le titre « Liège, capitale de la Wallonie », mais étonnamment, il ne s'adresse ni aux Liégeois, ni aux Wallons, mais à des scientifiques français dont l'association se réunit pour la première fois en dehors de la France. Ce livre volumineux et richement illustré restera donc méconnu pour les Wallons. En tout cas, son titre ne connaîtra pas la notoriété d'un roman de chevalerie qui paraît en 1904, qui est dû à Henri Carton de Houillard, qui s'intéresse aux 600 franchimontois et dont le titre est « La cité ardente ». Dans la presse quotidienne de l'époque, cette expression a au fait de rivaliser avec « capitale de la Wallonie ». En 1914, les deux expressions sont utilisées de manière quasi égale pour désigner Liège. Mais elles ne disent pas la même chose. Capitale de la Wallonie fait progressivement penser à un projet alternatif, à la séparation administrative, comme les combattants de 1830 qui avaient provoqué la séparation des Pays-Bas et de la Belgique et construit un nouveau modèle. Cité ardente signifie conserver la situation acquise, résister à la menace extérieure, lutter pour préserver ses libertés, comme l'avaient fait de manière héroïque les 600 franchimontois. Capitale de la Wallonie ou cité ardente? Des événements extérieurs vont se charger de répondre à la place des Liégeois. Le 28 août 1468, l'envahisseur avait été bourguignon. Le 4 août 1914, il sera prussien. Nous arrivons maintenant en 1919, au lendemain de la Grande Guerre. Précisément, le 24 juillet. Ce jour-là, le président français Raymond Poincaré, en personne, remet solennellement la Légion d'honneur à la ville de Liège pour la bravoure dont ses défenseurs ont fait preuve dans les premiers jours de l'offensive allemande. Liège est la première ville étrangère à recevoir cet honneur. Ce n'était donc pas une légende. Les vertus pluriséculaires exaltées par Henri Carton de Houillard dans son roman de chevalerie sont toujours là. La défense des libertés, la résistance face aux despotes étrangers. Après 1468, après 1789, après 1830, voici août 1914. Le discours englobe toutes ces références historiques sans se préoccuper d'établir des distinctions. Le nationalisme belge présente l'attitude héroïque de Liège en août 14 comme un nouvel exemple de la lutte séculaire menée par le peuple belge pour la démocratie et la défense des libertés. Tout cela contribue à forger, après l'armistice, une fierté à la fois liégeoise et belge, la dimension wallonne portant les stigmates de la séparation administrative que l'occupant allemand avait instaurée en 1917. La presse quotidienne le confirme, si besoin en est.
Liège sera désormais ardente, mais avec une francophilie qui impressionne tous ceux qui passent alors par Liège et qui rend impossible la démonstration de l'existence de l'âme belge, dont je rappelle qu'elle était l'amalgame des âmes latines et germaniques. L'urgence est cependant ailleurs, elle est à la reconstruction. Et la tendance rassurante qui prédomine est de reproduire ce qui existait avant 1914. Rééditer l'exposition de 1905 trotte dans les esprits. Une exposition internationale aura lieu à Liège en 1930. Elle s'inscrira dans le cadre du 100e anniversaire de la Belgique et elle permettra la réalisation de grands travaux publics attendus depuis longtemps. Cette fois, Liège devra cependant partager l'affiche avec Anvers et Bruxelles. Cette fois, le succès n'est pas au rendez-vous. En se proclamant à la fois métropole industrielle, ville ancienne dotée d'une université, portail d'entrée de la riche région touristique des Ardennes, Liège ne parvient pas à montrer ni sa modernité ni son identité. Trop pensive, trop sérieuse, trop réaliste exposition de Liège 1930, observe un éditorialiste du journal La Wallonie, alors que depuis quelques jours seulement, elle est fermée et c'est déjà comme si elle n'avait jamais existé, ajoute le chroniqueur de façon cruelle. On pourrait dire presque la même chose de la Belgique, qui vient de fêter ses 100 ans. Les revendications flamandes ont repris dès 1919. En 1930, la flamandisation de l'université de Gand est acquise. Viennent ensuite, de 1932 à 1938, une série de nouvelles lois linguistiques. Elles reconnaissent l'homogénéité culturelle de la Flandre et de la Wallonie et le bilinguisme des communes bruxelloises. Il s'agit d'un compromis. La Belgique, où le français est partout, langue nationale, a vécu. Et le bilinguisme généralisé ne sera pas. Ces lois linguistiques sont le fondement de la Belgique fédérale d'aujourd'hui. Elles représentent un profond bouleversement pour ceux qui tenaient au modèle de 1830 et au rôle unificateur de la langue française, les unionistes dont je parlais tout à l'heure. Mais le compromis ne convient pas non plus aux fédéralistes wallons, qui souhaitent avant tout améliorer la démocratie belge en évitant la minorisation permanente de la Wallonie dans les décisions qui sont prises au niveau national. À Liège, surtout, la flamme du fédéralisme a refusé de s'éteindre et une nouvelle génération émerge au milieu des années 30 avec une nouvelle vision pour Liège et pour la Wallonie. Nous sommes en 1939, le 20 mai. L'exposition internationale de l'eau vient d'ouvrir ses portes. Ne nous y trompons pas. Elle est la façade de la nouvelle vision annoncée. Derrière les divertissements et les multiples attractions, il y a un véritable projet politique. Pour Liège, pour la Wallonie. 2 associations se déploient pour réussir l'événement. Le Grand Liège et la Ligue d'action wallonne de Liège. Malgré les critiques à l'égard du particularisme liégeois, Liège doit prendre les choses en main et jouer un rôle capital. Ce discours, il est tenu par 2 hommes. Le jeune échevin socialiste des travaux publics de la ville de Liège, Georges Truffaut, vous le voyez là sur la photo, c'est le premier sur la gauche, et le dernier dans la file, c'est l'autre membre du duo, Georges Thône, un imprimeur bien connu à Liège. Et dès 1935, ce duo se lance
un fameux défi. En 4 ans, mobiliser toutes les forces vives liégeoises autour d'un événement international, susciter l'engouement des Liégeois, créer un vaste réseau de relations et inscrire Liège sur la carte de l'Europe au moment où sera inauguré, en 1939, le canal qui relie Liège à Anvers, une infrastructure qui permettra de relier directement Liège à la mer. Ensuite, il s'agira de valoriser le statut de Liège et d'en faire la capitale de la Wallonie. Le Grand Liège mobilise des personnalités locales venues de tous les horizons. Elle incite aussi les 3 grandes familles politiques de Liège à une union sacrée communale. Au soir des élections de 1938, socialistes et libéraux ont une majorité suffisante pour gouverner ensemble. Mais ils écoutent les conseils du Grand Liège et ils ouvrent la majorité aux catholiques, car cela facilitera les contacts avec le gouvernement de Bruxelles. La Ligue d'action wallonne de Liège fait le lien avec les autres Wallons. Et surtout, il travaille à transformer la Belgique en un État fédéral. Rédigé par Fernand de Housse, Georges Truffaut et Jean Rey, notamment, l'État fédéral en Belgique envisage de créer 3 régions, Bruxelles, Flandre, Wallonie, disposant de toutes les compétences qui ne seraient pas attribuées explicitement à l'État fédéral. Avant l'ouverture de l'exposition, le texte est déposé au Parlement, qui n'en veut pas. Il deviendra néanmoins, ce texte, la référence de tous les projets fédéralistes wallons après la guerre 40-45. En septembre 1939, la drôle de guerre oblige l'exposition à fermer ses portes prématurément. La Seconde Guerre mondiale viendra ensuite torpiller définitivement la stratégie mise en place pour Liège, pour la Wallonie. Que se serait-il passé sans la nouvelle invasion allemande du 10 mai 1940 ? Nul ne le saura jamais. Mais la mort de Georges Truffaut en Angleterre en 1942 rend la suite de ce projet impraticable, tant son rôle de coordinateur et de facilitateur était central. L'occasion de Liège, capitale de la Wallonie, ne se présentera plus jamais sous d'aussi bons auspices. Nous sommes en 1945, le 30 septembre. Il y a 1 an à peine, Liège était libérée par les Américains. Il y a quelques mois encore, des bombes volantes tombaient sur la ville. Liège pense encore ses plaies quand elle reçoit du gouvernement belge, à l'instar d'Anvers, la croix de guerre pour la vaillance de leur population dans le dernier combat de la guerre, les bombardements de V1 et de V2. Contrairement à 1919, où la cérémonie de la Légion d'honneur avait été un événement à part entière, la remise de la croix de guerre s'inscrit délibérément parmi d'autres activités au cœur des fêtes de Wallonie. Depuis une tribune surplombant la place Saint-Lambert, noire de monde, à l'endroit même où se trouvait le président Poincaré, le bourgmestre socialiste de Liège, Paul Grusselin, insiste. Aujourd'hui, en choisissant cette date, ce n'est pas seulement Liège qui est à l'honneur, mais bien la Wallonie tout entière. Fier de son passé, Liège envisage l'avenir avec vaillance, avec confiance. Contrairement à certaines affirmations, elle n'a pas la nostalgie d'avoir été une capitale, mais elle sait et elle proclame qu'elle est une capitale, la capitale de la Wallonie. 3 semaines plus tard, les 20 et 21 octobre, plus de 1000 délégués issus du pays wallon se retrouvent à Liège pour réfléchir à l'avenir de la Belgique.
C'est, M. Bosson, le fameux Congrès national wallon, où 4 propositions sont soumises aux délégués: le statu quo pour la Belgique, l'autonomie de la Wallonie, une forme d'indépendance ou le rattachement à la France. Et en effet, le premier vote est un véritable coup de semonce, puisque en ajoutant les voix en faveur du rattachement à la France et celles en faveur de l'indépendance, on a un vote majoritaire qui propose une solution d'avenir pour la Wallonie en dehors de la Belgique. Ce premier vote est qualifié de sentimental et il est suivi immédiatement d'un second dit de raison. Et c'est le fédéralisme qui est adopté à la quasi-unanimité et qui engage résolument tout le mouvement wallon pour de nombreuses années. Aucune autre ville que Liège ne pouvait être le théâtre d'un tel événement. Et ce n'est pas fini. Résolus à faire de la Belgique un État fédéral, plusieurs députés, dont 2 Liégeois, le libéral Jean Rey et le communiste Julien Lahaut, déposent à la Chambre un projet qui doit beaucoup au Liégeois Fernand Douce. C'est aussi depuis Liège que prend son essor le Conseil économique wallon. En 1947, il remet au Premier ministre un important rapport qui identifie les obstacles au redéploiement wallon et propose des solutions. C'est encore de Liège que le député catholique Pierre Armel suggère dès 1945 de créer une structure pour régler les problèmes entre wallons et flamands. Le centre Armel, c'est ainsi qu'on l'appellera, achèvera ses travaux en 1955. Liège joue décidément un rôle majeur au cœur d'une Wallonie qui s'est exprimée majoritairement contre le retour de Léopold III lors de la consultation populaire de mars 1950. Quelques semaines plus tard, c'est à Liège encore que se dénoue la question royale. L'atmosphère est à l'insurrection. La menace d'une sécession wallonne est agitée. On parle de la formation d'un gouvernement wallon composé de nombreux Liégeois. Le président de la Confédération nationale des prisonniers politiques, un Liégeois lui aussi, jouera un rôle déterminant dans la pacification des esprits. Liège, Wallonie, Wallonie, Liège. Liège encore, c'est là qu'on inaugure en 1952 un musée de l'art wallon. C'est là qu'en octobre 1955, en étroite collaboration avec l'Université de Liège, se tient le 2e congrès culturel wallon. C'est là encore que le 8 mai 1955 est inauguré le Monument national de la Résistance. Cité plus ardente que jamais, Liège serait-elle en train de jouer un rôle capital dans le devenir wallon ? Un sondage dans la presse pour la période 44-50 vient contredire cette impression. On dénombre près de 4000 utilisations de la formule cité ardente contre une centaine pour capitale de la Wallonie. En fait, 3 acteurs au moins vont empêcher Liège de jouer un rôle de capitale. Le premier frein émane du mouvement wallon lui-même et de ses représentants liégeois. L'enthousiasme considérable suscité un peu partout par le Congrès national wallon a fait surgir de Charleroi, de Namur, de Mons, des ordres du jour et des motions en faveur de Liège, capitale de la Wallonie. Le fruit était mûr, il suffisait de le cueillir. Mais par l'intermédiaire de Fernand Screurs, secrétaire général du Congrès national wallon, le mouvement wallon vient refroidir les passions en tenant à nouveau un discours de raison. La question de la capitale de la Wallonie est secondaire, affirme l'avocat liégeois. L'objectif premier du mouvement wallon est de lutter contre la Belgique unitaire et contre la centralisation bruxelloise. Évitons de nous laisser distraire de ce but. Évitons les querelles mesquines, mais accordons-nous sur 2 principes.
La capitale de la Wallonie doit être en Wallonie. Et surtout, évitons de reproduire ce modèle vertical de gouvernance qui est la centralisation. En 1946 déjà, Fernand Screur suggère qu'une administration décentralisée s'organise le long de la transversale Tournai-Verviers. Nous voyons très bien, par exemple, l'instruction publique et les beaux-arts à Liège, les communications à Namur, le travail et la prévoyance sociale à Charleroi, écrit déjà Fernand Screur. La réalité électorale de la ville de Liège est un deuxième frein. Au soir du scrutin communal de 1946, la Violette connaît une révolution de palais. Pour la première fois depuis 1830, le Parti libéral n'a plus aucun représentant au collège, ni bourgmestre, ni échevin. Les socialistes ont signé une alliance de majorité avec les communistes et les libéraux ont refusé de tenir la chandelle. La stratégie d'union sacrée communale du duo Truffaut-Thône a du plomb dans l'aile. Les relais extérieurs pour la ville de Liège seront difficiles à trouver. Quant à l'association Le Grand Liège, elle sera aussi un troisième frein. Orpheline de Georges Truffaut, c'est son binôme de l'ombre, l'imprimeur Thône, qui relance l'association en changeant sa stratégie. Georges Thône a été impressionné par le rayonnement international de la ville de Genève, ville de 125 000 habitants au cœur d'un canton de 180 000 âmes. Ce qui est moins, elle est moins grande que Liège, et ses 160 000 habitants, mais sa vie intellectuelle est intense. La presse de haute tenue, et surtout elle jouit d'une aura internationale considérable. Rendre Liège aux Liégeois, leur rendre le sens de la grandeur et mettre leurs dirigeants face à leurs responsabilités, voilà les objectifs d'une SBL qui entend donner à l'université un rôle éminent dans cette renaissance, tournée désormais vers Liège. Ce changement de cap de l'SBL va être déterminant dans la relation Liège-Wallonie. Pendant 30 ans, l'association va en effet contribuer à rendre leur histoire aux Liégeois, tenter de faire de Liège une capitale européenne, à défaut, la capitale d'une communauté mosane, en tout cas, une grande ville moderne. Fort opportunément, Georges Thône va pouvoir compter sur un jeune et brillant élève de Paul Arsin, passionné par l'histoire de la principauté de Liège. Docteur en histoire, aspirant à FNRS, professeur à l'Université de Liège en 1959, Jean Lejeune avait été fait prisonnier de guerre en 1940. Retenu captif dans les Oflags pendant 5 ans, il réconfortait ses compagnons d'infortune en leur racontant l'histoire de leur région. De cette expérience naîtra un projet original. Dès 1946, revenu à Liège, l'historien anime des sessions annuelles de conférences, comme celle qui nous réunit ce soir. Le succès est considérable. En 1948, il réunit ses notes sous la forme d'un essai qu'il intitule « La principauté de Liège ». Ainsi s'amorce une véritable entreprise de renationalisation des Liégeois, démarche que va alimenter Jean Lejeune pendant 30 ans par ses publications, par les expositions prestigieuses qui voient le jour sous sa responsabilité, sans oublier les cours qu'il dispense à l'université. C'est le risorgimento du sentiment principautaire, la renaissance de la fibre liégeoise. À partir de janvier 1951, un autre projet mobilise le Grand Liège.
On annonce la signature prochaine d'un traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et il faudra un lieu pour accueillir le siège administratif de la haute autorité de la CECA. Immédiatement, Liège dépose sa candidature. Le modèle genevois, qui taraude Georges Thône, trouve enfin l'occasion de se concrétiser. Inscrire Liège sur la carte de l'Europe est un dossier qui reçoit l'assentiment de pratiquement tous les Liégeois, hormis les communistes officiellement opposés au plan Schuman, et l'appui incontestable du gouvernement. Comme l'exposition de l'eau en 1939, ce projet européen est mobilisateur pour Liège. Il peut lui apporter l'infrastructure qui lui fait tant défaut et l'aider à retrouver sa grandeur d'antan. Malheureusement, au terme d'un bras de fer politique entre les 6 pays fondateurs, c'est Luxembourg qui emporte la mise en 1952. À Liège, la déception est immense. D'autant que Bruxelles reçoit l'organisation d'une exposition internationale, une exposition universelle même, en 1958. Puis, Bruxelles postule aussi à un statut européen. Désormais, tous les investissements de l'État seront tournés, concentrés et réservés à la réussite de l'Expo 58. Désigné comme siège provisoire de l'ACE et de l'Euratom, Bruxelles sera modernisée, alors que Liège, comme la Wallonie, sont à la peine, se disant oubliés par la Belgique. Loin de ramener Liège vers la Wallonie, l'échec de la CECA, comme la boulimie bruxelloise, l'en écarte. Le Grand Liège joue la carte européenne. Pendant 5 ans, les meilleurs spécialistes de l'époque réfléchissent à un nouvel espace pertinent au cœur de l'Europe. Ce modèle mise sur l'effacement rapide des vieilles frontières nationales qui doit accompagner la construction européenne et pense l'expansion économique à partir des seuls centres industriels déjà existants, considérés comme des pôles de croissance. En l'occurrence, Liège est un de ces pôles de croissance. Liège est au centre de ce nouvel espace, de ce nouveau territoire, qui n'est clairement ni la province de Liège, ni la Wallonie, mais qui reste à définir. Cette nouvelle région devra répondre à des critères souples et empiriques. La définition qui est retenue, c'est il y a région là où il y a unité de problème du triple point de vue physique, économique et social. On l'appellera région Mosane, ou plutôt communauté Mosane. La Meuse occupe en effet une place centrale dans ce projet, car la Meuse permet d'exploser les frontières proches dans une perspective régionale, totalement novatrice, et d'inscrire Liège au cœur de l'Europe en construction. Cette région a également une dimension culturelle, ainsi que le montre Jean Lejeune, qui publie en 1958 « Pays sans frontières ». En fait, il reprend le contenu de son essai « La principauté de Liège » qu'on a vu tout à l'heure, et il y ajoute des péripéties historiques propres à Aix-la-Chapelle, à Maastricht et au comté de l'Eau. Cette intense activité déployée par le Grand Liège a 2 conséquences majeures. Elle continue de redynamiser l'esprit liégeois et d'aviver un esprit principautaire qui s'affirme d'autant plus qu'il s'inscrit dans une opposition à Bruxelles. Mais par ailleurs, cette approche mosane éloigne de la dimension wallonne, car il ne s'agit plus ici d'assimiler le pays de Liège à la Wallonie. Cette vision mosane
aussi original que méconnu, va se heurter à de multiples obstacles. À l'entame des années 60, ni en Belgique, ni à l'étranger, cette définition originale de la région ne trouve de soutien, bien au contraire. L'heure de l'effondrement des frontières nationales n'est pas encore venue. Liège ne trouvera ni à Anvers, ni dans le Limbourg hollandais, ni du côté allemand, des portes lui ouvrant un accès aisé à la mer du Nord ou au Rhin. Bloqué au sud par les forêts d'Ardennes, bloqué au nord par une Flandre qui va jusqu'à revendiquer 6 villages liégeois pour satisfaire son droit du sol dans la vallée de l'Avour, Liège, qui ne souhaite rien devoir à Bruxelles et qui sait que les voies de l'Élysée sont impénétrables, Liège donc n'a d'autre choix que de construire son avenir avec le reste du pays wallon, ou bien d'admirer son passé, seul dans son coin. Conscient qu'aucun rapport de force n'est alors en mesure de modifier le cours de l'histoire, Liège doit s'adapter au futur rapport entre la Flandre et la Wallonie. Dans les années 70, on verra bien apparaître une forme de coopération avec le régio Meuse-Rhin, mais Liège n'en était pas l'initiatrice et surtout, elle n'en était pas le centre. Capitale wallonne, cité ardente ou encore une autre voie. De cette vision de la communauté mosane, il subsiste aujourd'hui la trace de l'une de ses priorités. Renforcer la position centrale de Liège. Ayant tiré les leçons de la candidature CK, le Grand Liège a imaginé avec précision le nouveau visage de la ville. Il mettra l'accent sur la mobilité automobile, sur le développement de l'université et sur la création de nouveaux musées. La stratégie qui est ainsi mise en place au sein du Grand Liège, autour de ces 3 axes structurants, deviendra le programme du nouvel échemin des travaux publics. Lors du scrutin communal de 1958, en effet, Jean Lejeune s'est présenté aux élections pour la première fois. Et presque miraculeusement, il a été élu et d'emblée promu comme échevin dans une coalition libérale catholique dirigée par Auguste Buisseret. Se retrouvant dans les mêmes habits que Georges Truffaut, il va occuper cette fonction jusqu'en 1976, mais avec un objectif bien différent de celui de son prédécesseur. Pour s'en convaincre, il suffit de donner le titre d'un film de 30 minutes qui a été réalisé par le Grand Liège et qui sous-tend le projet de ville de Jean Lejeune. Ce film s'intitule « La cité ardente ». Présenté au Conseil communal en 1962, la doctrine Lejeune a été au cœur de la campagne électorale d'octobre 1964. L'échevin historien s'engageait à faire de Liège une capitale régionale, entendant par là la capitale de la région liégeoise. Tête de liste socialiste, Paul Grusselin proposait une alternative. Le programme de son parti, mis au point par des spécialistes, propose que la cité joue pleinement son rôle de capitale de la Wallonie. Les électeurs, en 1964, les électeurs liégeois, ont donc face à face 2 programmes. Ils peuvent choisir entre cité ardente ou capitale de la Wallonie. Sous la conduite de Maurice Destenay, ce sont les libéraux qui sont plébiscités. Ils gagnent 5 sièges et arrivent presque à égalité avec le Parti socialiste, qui a perdu 3 sièges. Jean Lejeune réalise alors un score personnel exceptionnel. La majorité PS
PSC, donc les catholiques et libéraux, est affaiblie, mais elle reste en place. Et l'échevin des travaux publics peut entamer résolument la transformation de Liège. Au même moment, en 1965, il devient d'ailleurs le président du Grand Liège. Et en plus, l'échevin ajoute les musées à ses attributions. Ainsi, il dispose vraiment de tous les leviers à la réalisation de sa vision. Et en 1967, l'historien va publier un imposant volume aux éditions Mercator, dont le titre résume parfaitement son programme politique. Liège de la principauté à la métropole. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en novembre 1961. C'est à Namur que se tient le congrès de création du mouvement populaire wallon. La prise de conscience wallonne est en retard par rapport à ce qui se passe en Flandre, mais l'initiative d'André Renard stimule le réveil wallon, auquel incitait aussi le gouverneur Pierre Clerdant. À nouveau, nombreux sont les Liégeois qui se retrouvent au premier rang de l'action wallonne et qui en sont les porte-paroles attitrés. Lors des élections de 1965, 2 députés nouvellement élus au Parlement belge se sont présentés pour la première fois sur une liste spécifiquement wallonne. À Charleroi, Robert Moreau, à Liège, François Perrin. En 1971, le Rassemblement wallon présidé par François Perrin deviendra le 2e parti de Wallonie avec 25 parlementaires, dont 3 députés et 2 sénateurs liégeois. Durant l'automne 1963, le pétitionnement wallon a rassemblé près de 650 000 signatures en faveur du fédéralisme et de l'inscription du référendum dans la Constitution. Un collège exécutif de Wallonie, sorte de gouvernement wallon informel, s'est formé et beaucoup de Liégeois en font partie. On pourrait ainsi multiplier les exemples montrant que les forces vives liégeoises entonnent alors de plus en plus résolument le chant des Wallons. Il est vrai que les raisons ne manquent pas. La fixation de la frontière linguistique, le sort des communes furonaises, la fermeture des charbonnages, la crise de l'industrie lourde, la montée du chômage, la minorisation des Wallons à la Chambre, l'absence de mesures de reconversion adaptées, la crise démographique. Comme le dit à l'époque la Wallonie libre, l'impression s'impose pour les Wallons d'être des citoyens de seconde zone. Une plus grande solidarité se développe alors entre les anciens bassins industriels wallons, entre leurs représentants syndicaux, politiques et même industriels. Je vous rappelle que c'est en 1968 qu'est née l'Union wallonne des entreprises. Pourtant, revendiquer une solidarité de la part de tous les Wallons n'est pas aisé pour les Liégeois. Liège n'a-t-elle pas fait cavalier seul pendant 20 ans? Liège n'est-elle pas encore en bonne santé économique? Liège n'a-t-elle pas renaclé quand presque toute la Wallonie était d'accord pour qu'elle soit leur capitale? Liège a sans doute laissé passer sa chance comme capitale. Mais les Liégeois sont décisifs par leurs actions quand vient le temps de réviser la Constitution et d'y inscrire le principe de 3 communautés et de 3 régions à créer. Et ils sont nombreux aussi, ceux qui, derrière le Liégeois Freddy Terroigne, créent de nouveaux outils économiques régionaux et considèrent qu'instaurer un système régional dans la Belgique de 1970, c'est construire une démocratie nouvelle. Nous sommes donc en décembre 1970. La Constitution belge vient d'être révisée. 10 ans seront encore nécessaires pour que naissent enfin les institutions politiques wallonnes, en application de l'article 107 quater. Mais il devient de plus en plus évident que l'échéance est proche et il faudra trouver un lieu pour les accueillir.
Liège est-elle candidate? On avait vu le Grand Liège soulever ciel et terre autour du projet CK. En est-il de même, 20 ans plus tard, autour du projet Wallon? La lecture des nombreux écrits de L'Écheval le Jeune témoigne que, dès les années 60, le palais des princes-évêques a été pressenti pour accueillir les collections d'un musée national de Liège. Le jour où l'État belge voudra décentraliser ses services administratifs, Liège disposera de bâtiments neufs pour les accueillir. Le plan urbanistique prévoit en effet de couvrir la dérivation et de créer une large autoroute entourée d'immeubles et de parkings à la mesure de l'espace immense réservé à la circulation. On le voit, l'aménagement de Liège s'inscrit dans une perspective de services administratifs décentralisés. À aucun moment n'est envisagée l'hypothèse d'accueillir une assemblée parlementaire, un gouvernement régional et tous les services qui l'accompagnent. Le débat sur la fusion des communes qui agite le monde politique au début des années 70 est un autre indicateur de l'état d'esprit des Liégeois au regard de l'enjeu wallon. Dans la masse d'articles, de débats, de discussions, de projets et de contre-projets de l'époque, deux informations retiennent notre attention. Aucun Liégeois ne paraît intégrer dans la réflexion sur la fusion des communes l'idée de Liège, capitale de la Wallonie. Par contre, le rapport au roi du ministre Joseph Michel précise concernant Namur l'intention d'en faire une capitale provinciale de 100 000 habitants, ce qui lui permettra de jouer pleinement son rôle d'animatrice régionale wallonne. Alors que Namur anticipe l'évolution wallonne, Liège ne se préoccupe que de Liège et se divise autour de plusieurs propositions. Le nouveau Liège serait une entité de 420 000 habitants pour les uns, un nouveau Liège de 245 000 pour les autres, un chef-lieu supportable humainement, techniquement et financièrement de 150 000 âmes pour les troisièmes. Les préoccupations électoralistes locales s'opposent à une vision métropolitaine, si bien que les querelles de clocher pour le gain d'un quartier ou d'une rue contribuent à limiter la métropole de la Wallonie à 150 000 ou 200 000 habitants, sans jamais envisager que Liège puisse jouer pleinement le rôle d'animatrice régionale wallonne. Les Liégeois étaient-ils conscients que le statut de leur ville était en train de basculer à l'échelle de la Wallonie? En effet, avant la fusion des communes, quand Liège discutait avec Charleroi, Mons et Namur, elle comptait à elle seule davantage d'habitants que ses trois interlocutrices. Après la fusion des communes, le rapport est totalement différent. Si la guerre des bassins industriels a parfois divisé la Wallonie, la guerre des capitales n'aura cependant pas lieu. À peine assis dans sa fonction de premier bourgmestre du Nouveau Liège, Édouard Close lance une invitation aux bourgmestres des autres grandes villes wallonnes. Abel Dubois pour Mons, Lucien Armeny pour Charleroi et Louis Namèche pour Namur partagent avec Édouard Close, outre la même appartenance au Parti socialiste, la même envie d'éviter une lutte fratricide. Il est impératif de montrer une vraie unité wallonne et surtout d'éviter de reproduire au niveau wallon la centralisation excessive dénoncée au niveau belge. À l'issue de leur réunion, en 1978,
les 4 bourgmestres s'accordent pour reconnaître à Namur le statut de capitale politique, accordant à Liège des fonctions économiques, à Charleroi des attributions sociales et le logement, et à Mons les organismes culturels. Associés à la dernière réunion, Arlon, Verviers, Tournai et Nivelles soutiennent cette initiative municipale d'une réelle décentralisation régionale. Ainsi s'accomplit le souhait exprimé par Fernand Screurs en 1946 et se confirme une habitude prise par le mouvement wallon depuis la Libération, se réunir à Namur, lieu central, chacun accomplissant un bout du chemin pour aller à la rencontre des autres. C'était d'ailleurs à Namur que s'était réuni en 1974 le Conseil régional wallon provisoire. Le carolorégien Jacques Oyot, au nom de Wallonie Libre, avait lui aussi insisté pour cette indispensable répartition des rôles. Et en 1983, l'exécutif régional wallon, présidé par Jean-Maurice Dehousse, trouvera en son sein une majorité en faveur de cette idée de répartition, mais surtout contre l'intention d'installer le Parlement et le gouvernement wallon à Bruxelles. Que c'est contre ce mouvement-là que devront surtout se mobiliser les régionalistes wallons, faisant en sorte, en 1986, d'adopter un décret installant définitivement le Parlement à Namur, c'est-à-dire en Wallonie et nulle part ailleurs, autre principe énoncé en 1946 par Fernand Screurs. Aussi raisonnable et rationnelle soit-elle, cette décision de répartition convainc-elle les Liégeois ou introduit-elle de la fragilité dans la relation Liège-Wallonie? En fait, les dates sont cruelles. La célébration grandiose du millénaire de la principauté de Liège en 1980 coïncide avec l'adoption des lois qui font naître la Wallonie. C'est à Namur que se réunit pour la première fois le Conseil régional wallon. Le ministre de l'époque est un Liégeois. Déjà, on insiste sur cette origine. Et aujourd'hui encore, on tient des comptes d'apothicaires pour savoir depuis quand un Liégeois n'a plus été ministre-président ou président du Parlement de Wallonie. Et c'est d'ailleurs un peu l'exercice que j'ai été amené à faire ce soir. Les particularismes ont décidément la vie dure. Mais c'est très bien. Ils font la richesse d'un territoire et la diversité d'une société. Ils sont en même temps un frein et un accélérateur de projets plus généraux. C'est d'ailleurs tout le mérite et le défi du fédéralisme que d'aspirer à l'unité dans la diversité, que de tenter de concilier les intérêts particuliers avec l'intérêt général. Nous sommes en 2023, le 23 mars, entre Cité Ardente et capitale de la Wallonie, le match est aujourd'hui plié. La fermeture définitive et unilatérale du musée de l'art wallon en juillet 2011 ne laisserait planer aucune illusion sur les intentions liégeoises si d'autres signaux ne venaient montrer que les Liégeois n'ont pas renoncé à jouer un rôle capital. La relation entre Liège et la Wallonie est décidément compliquée et correspond bien à ce « je t'aime moi non plus » que j'ai évoqué voici une heure. Oui, il est temps de conclure. La déception ou la nostalgie trouve parfois un échappatoire en considérant que Liège reste la capitale naturelle de la Wallonie, sa capitale morale et intellectuelle. Cependant, l'esprit d'initiative reste bien vivant à Liège. Elle cherche en permanence à s'ouvrir vers l'extérieur.
Au début des années 70, Liège avait accueilli la réunion de la première conférence intergouvernementale des États francophones. Devenir le siège de cette gouvernance internationale des francophones avait été envisagé, mais devenir capitale permanente de la francophonie ne s'est pas concrétisé. À l'horizon de 2015, devenir capitale de l'Europe a mobilisé beaucoup de Liégeois, avant de finalement céder la politesse à la ville de Mons. Devenir le lieu de l'exposition internationale de 2017 aurait donné un coup d'accélérateur aux nombreux projets de modernisation de la ville. Cette fois, c'est Astana qui a brûlé la politesse aux Liégeois. Mais en 2030, Liège obtiendra à nouveau le choix de la ville capitale culturelle de l'Europe. Liège est candidate, mais la décision n'interviendra pas avant 2024. Mais au-delà de ces projets porteurs et mobilisateurs qui font bouger la ville, quel est le projet de société des Liégeois à l'horizon 2030 ? Comment imaginent-ils leur vie à venir, au-delà de la construction d'une ligne de tram ou de l'aménagement d'une gare? Ces questions ont été posées et réfléchies dans le passé. Je ne doute pas que l'on y réfléchisse aujourd'hui, au sein des nombreux groupes de réflexion qui existent sur la place de Liège. Cela intéresse les Liégeois, mais aussi tous ceux qui les observent. Ainsi, il y a 4 ans, Éric Defay, journaliste au Soir, responsable du service politique wallonne, demandait à des personnalités liégeoises si le fait de n'avoir pas choisi Liège comme capitale de la Wallonie n'avait pas été une erreur historique. J'ai épinglé quelques-unes des réponses. Mais depuis Bruxelles, puisqu'il n'existe quasiment plus aucune rédaction de presse écrite en Pays wallon, le journaliste résumait les arguments qui semblaient montrer que Liège avait toute légitimité à revendiquer ce statut. Son glorieux passé, son potentiel urbain, son université, ses acteurs industriels, scientifiques et créatifs, ses atouts touristiques, la présence d'un fleuve. Selon ces témoins liégeois du XXIe siècle, d'autres arguments plaidaient encore en faveur de Liège, capitale de la Wallonie, parmi lesquels, last but not least, le rôle particulièrement actif joué par les Liégeois dans le mouvement wallon. Vu sous cet angle, la démonstration paraît limpide et les conclusions évidentes. Pourtant, elles ne tiennent pas compte d'une réalité historique beaucoup plus complexe. Je pense que nous avons pu nous en rendre compte ce soir. Outre le fait que d'autres villes wallonnes répondent aujourd'hui à la plupart des arguments énoncés, se débarrasser d'une centralisation belge depuis Bruxelles, jugée excessive, pour la remplacer par une autre wallonne depuis Liège, n'a jamais été le but du mouvement wallon. L'essentiel du combat était la défense des libertés et surtout de disposer de l'autonomie la plus large possible pour réaliser ses projets propres. En cela, l'identité liégeoise et l'identité wallonne se rejoignent entièrement. Il reste maintenant à mener ces projets. Quant à la question de savoir si Liège a vraiment eu envie de devenir la capitale de la Wallonie et si elle a tout fait pour acquérir ce statut, l'exposé a aussi montré les vicissitudes de cette étrange histoire d'amour. L'exposé a aussi montré les vicissitudes de cette étrange histoire d'amour entre deux collectivités qui se cherchent sans jamais clarifier vraiment la nature de leur relation. Il n'est pas trop tard. La contribution des Liégeois est essentielle au développement de la Wallonie, et réciproquement.
et seul le passé est figé. L'avenir, lui, reste à construire. Tel était déjà le message qu'un jeune universitaire lançait aux Liégeois dans le bulletin du Grand Liège au moment des fêtes de Wallonie 1968. Il les invitait à se sortir des illusions du passé. Le régionalisme est inéluctable, expliquait-il à l'époque. Si les Liégeois veulent conserver leur patrimoine moral et intellectuel, ils doivent trouver la force de transcender leur égocentrisme fondamental. Si nous ne nous mettons pas à penser la dimension wallonne des problèmes, nous ne parviendrons jamais à la vivre. Plus d'humilité, plus d'obstination, moins de rêves. En servant la grande région, nous défendrons encore à long terme les intérêts de notre cité, écrivait à l'époque Jean-Maurice de Housse. Il était alors assistant à l'université de Liège et militant wallon. Il allait devenir député de Liège et le Premier ministre président d'un gouvernement wallon. Ensuite sénateur de Liège et ministre fédéral. En mai 1995, il savourait le plaisir d'être parmi les tout premiers députés et élu directement au suffrage universel au Parlement de Wallonie, avant d'endosser la fonction de bourgmestre de Liège. Il achèvera son parcours politique au Parlement européen tout en exerçant la présidence du Grand Liège. Un parcours qui témoigne que les identités liégeoises, wallonnes, belges, européennes sont complémentaires et non pas antagonistes. Elles invitent à s'ouvrir aux autres et non pas à se racrapoter. En servant la Wallonie, nous défendons encore à long terme les intérêts de notre cité. Je vous laisse méditer sur ces paroles et je vous remercie pour votre attention soutenue.